Bienvenue dans cette conversation pas comme les autres, où l'intelligence artificielle devient un terrain de jeu pour la pensée critique, la science, la philosophie et l'imaginaire. À travers cette discussion, je vous invite à débattre sur des questions qui agitent aujourd'hui tant les chercheurs que le grand public. Débutons sans plus tarder. Pourquoi certaines tâches, qui sont si faciles pour nous, comme la motricité, la reconnaissance faciale, semblent si difficiles à reproduire pour des machines, alors qu'elles excellent dans des tâches complexes comme manipuler des bases de données? Est-ce que cette difficulté peut s'expliquer par la manière dont on réfléchit ou plutôt par la manière dont on conçoit les intelligences artificielles? Oui, on commence par une question vraiment profonde, en fait. Il se trouve que ce problème-là, en fait, a un nom. Ça s'appelle le paradoxe de Moravec. Certains types de tâches sont fondamentalement semblent être plus faciles que d'autres. Comme par exemple, on imaginerait que l'intelligence artificielle pourrait produire un robot qui qui ferait la vaisselle ou le ménage chez soi. On imaginerait a priori, de manière intuitive, que c'est plus facile de faire ça que de jouer aux échecs ou de faire de mathématiques ou de composer un roman historique. Ce qu'on observe dans les faits quand la technologie essaie d'attaquer ce problème-là, on se rend compte qu'en fait, on a simplement observé autour de nous, juste faire l'observation, est-ce qu'on a de telles machines de nos jours? Oui, on a des machines qui lavent la vaisselle, on a un lave-vaisselle, mais ce que j'aurais en tête, c'est plus un robot général qui est capable de laver de la vaisselle et faire toutes sortes d'autres choses dans la maison. Ça, on observe qu'on n'a pas ça, puis ça semble être difficile. Il y a une difficulté fondamentale. Peut-être une hypothèse qui explique cet effet-là, c'est que, donc évidemment, ça aurait été surprenant là, si au début du 20e siècle, si on avait dit aux gens, on va créer des glues, là, donc un ordinateur qui est capable de battre les meilleurs êtres humains aux échecs, mais on ne sera pas capable de faire un robot capable de marcher, d'ouvrir une porte dans une maison. Il y a peut-être une explication potentielle à cet apparent paradoxe-là. C'est un problème de données. C'est assez facile, même dans le cas des échecs, d'aller chercher ou de générer énormément de données. Les données, le modèle est très accessible. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher beaucoup de données sur comment un robot peut se déplacer dans une maison en particulier. Et là, on est en train de voir ce paradoxe-là un peu s'effondrer dans un sens où la compagnie Tesla fait des voitures qui se conduisent toutes seules. Même, en fait, par exemple, il n'y avait pas accès aux données en Chine pour toutes sortes de raisons, mais ils se rendent compte que même en Chine, là où il n'y avait pas de données, les Tesla sont capables de finalement naviguer facilement dans les rues. Mais c'est quoi la différence? C'est que Tesla enregistre énormément de données depuis plusieurs années. Donc là, ils ont été capables de développer donc si on accrochait, si on se mettait des casquettes avec une caméra, puis on filmait tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et s'il y avait des millions d'êtres humains qui faisaient ça constamment, puis qu'on accumulait énormément de données, là, peut-être qu'on pourrait, en fait, résoudre ce problème-là et aller chercher suffisamment de données pour, finalement, faire le robot qui fait la vaisselle, puis qui place la vaisselle dans les armoires. Puis qui fait aussi toutes sortes d'autres choses. Qui fait toutes sortes d'autres choses, mais on n'a pas ces données-là. Donc, si un chercheur qui, demain matin, voudrait créer... Ben, il y en a qui travaillent là-dessus, mais c'est quoi les données d'entraînement? On n'a pas énormément de données d'entraînement sur comment plier des chemises, là. C'est pas... T'as absolument raison. Je veux juste accrocher. Tu présentes le problème comme si le jeu d'échecs... Parce qu'on observe que le jeu d'échecs, lui, a été résolu plus tôt dans l'histoire de l'informatique.
il y a eu évidemment pas un Deep Blue qui joue aux échecs de manière suprahumaine, ça a pris du temps, c'est 97. Mais on a eu un jeu d'échecs, un programme pour jouer aux échecs, probablement dans les années 50-60. Il y avait déjà quelque chose qui était capable de jouer aux échecs, puis probablement qui serait capable de nous battre possiblement, ou en tout cas un joueur pas très doué. Puis tu dis, il y a plus de données pour jouer aux échecs. C'est vrai, mais je voudrais juste faire la remarque que la manière originale de résoudre le jeu d'échecs, ça n'a pas été de le résoudre à l'aide des données. Ça, c'est un paradigme moderne. En fait, c'est le paradigme de l'apprentissage automatique, de dire essentiellement la façon d'apprendre, c'est de ramasser un gros paquet de données et de bâtir un modèle statistique d'apprentissage. Mais la vision originale de l'intelligence artificielle, telle qu'elle a émergé dans les années 50, et qui a permis très rapidement d'avoir un programme qui joue aux échecs, c'était une vision complètement différente, qui n'était pas basée sur les données, en fait, qui était basée sur la logique, sur les règles, sur une formalisation de ce qu'est l'intelligence qui était pas particulièrement basée sur les données, en fait. Et il y avait vraiment une espèce de vision idéalisée, une vision très mathématique, très philosophique, en fait, qui avait un héritage assez ancien, parce que ces idées-là ne sont pas apparues dans les années 50, c'était probablement plusieurs centaines d'années précédentes. Il y avait dans la culture scientifique et mathématique, il y avait cette idée que ce serait probablement possible, avec les bons outils conceptuels, de prendre l'intelligence, de la comprendre et de la formaliser dans un langage, dans une série de règles relativement compactes, puis que l'ordinateur serait capable de prendre puis de manipuler, évidemment avec sa vitesse supérieure puis sa profondeur. Fait que c'est ça qui a mené au jeu d'échecs. Dans ce cas-là, modéliser un jeu d'échecs, c'est relativement, mathématiquement, de façon formelle, c'est aisé pour un informaticien ou un mathématicien. Modéliser la cuisine de Dolores avec là où elle place ses assiettes, puis ses tasses, puis comment elle préfère qu'il soit placé, puis comment il faut se déplacer dans sa cuisine, c'est substantiellement plus difficile comme modèle. On pourrait presque dire que c'est impossible parce que la cuisine de Dolores, là on parle d'un truc qui devrait, évidemment on dit la cuisine de Dolores, mais on voudrait un truc général qui serait bon pour ma cuisine, ta cuisine. Mais on a le problème que ma cuisine est différente de ta cuisine. Fait que donc, comment on modélise ça? Alors qu'il y a un seul jeu d'échecs. Ça, c'est la beauté du jeu d'échecs, c'est qu'en fait, non seulement il y a un seul jeu, mais il y a très peu de règles et on peut apprendre à un enfant de 5 ans les règles très rapidement. Mais une cuisine, évidemment, c'est un truc qui est mathématiquement pas du tout clair. Fait que, ouais, comme tu dis, c'est deux problèmes complètement fondamentalement différents. Mais vraiment, l'intuition continue l'intuition est inconfortable avec cette idée-là. L'intuition humaine, notre intuition, aurait envie de dire, mais il me semble que laver la vaisselle, ça devrait... Qu'est-ce que c'est la difficulté? Je veux dire, on a des robots, on sait comment faire des mécanismes pour ouvrir une main qui est capable d'ouvrir une porte. Qu'est-ce que c'est la difficulté fondamentale? L'intuition n'aime pas cette idée-là, mais c'est quand même ce qu'on observe. De Deep Blue, justement les échecs, jusqu'aux IA récentes, chaque avancée nous amène à revoir ce que l'on entend par intelligence artificielle. Est-ce là une manifestation du phénomène du moving goalpost? J'ai demandé hier à ChatGPT une bonne traduction pour ça. Il m'a dit objectif changeant ou objectif... il m'a dit objectif changeant ou quelque chose du genre et j'ai dit objectif dynamique, en fait. Ça me semblerait une traduction potable pour ça. Mais les anglophones parlent toujours de moving goalpost et c'est intéressant parce que c'est devenu une sorte de vocable. En fait, c'est devenu un mème. Je pense que c'est un bon exemple de mème au sens de la mémétique. Tu dis moving goalpost dans un certain cercle académique, les gens qui connaissent l'intelligence artificielle, ils vont tout de suite
automatiquement savoir de ce dont tu parles. C'est ça, comme tu dis, Dolores, en 97, Deep Blue, finalement, triomphe de Kasparov. Et c'est historique, cette chose-là. Je pense qu'il y a des vidéos qui montrent que Kasparov, non seulement a perdu, mais qu'il était fâché, puis troublé, puis émotif. Et c'était un grand moment dans l'histoire. Il ne faut absolument pas sous-estimer à quel point le fait que Kasparov soit battu par un ordinateur, c'est un moment important. Soit dit en passant, Deep Blue, qui est IBM, l'ordinateur qui a battu Kasparov, c'était, à ma connaissance, c'était pas de l'apprentissage automatique au sens de maintenant. C'était autre chose. Mais bon, tout ça pour dire que Deep Blue a battu la machine et la réaction scientifique ou une réaction à ça, c'est de dire, bon ben voilà, vous avez maintenant la preuve, on a un ordinateur qui bat le meilleur joueur d'échecs. Dans un certain sens, qu'est-ce que ça vous prend de plus, tu sais? Vous avez une preuve d'un comportement intelligent. Et la réponse scientifique ou la réponse un peu culturelle à Deep Blue, c'est de dire « Ah oui, mais en fait, c'est pas exactement ça qu'on avait en tête en parlant d'intelligence. En fait, ça, c'est une intelligence extrêmement spécifique qui résout un problème extrêmement spécifique dans un domaine extrêmement étroit. Donc, évidemment, oui, c'est très impressionnant techniquement, mais c'est pas de l'intelligence comme on avait en tête. Nous, on avait en tête autre chose. On avait en tête un truc plus général, plus... J'ai un bon exemple de ça. La semaine passée, j'étais avec un collègue informaticien et puis ma conjointe qui n'est pas informaticienne. Et mon collègue informaticien, on discutait de l'IA et il initiait un peu une crainte que les gens allaient finalement, pour déterminer ce qui est vrai ou faux, s'en remettre plus ou moins à l'IA et dire, ben l'IA a dit X, un peu comme tu faisais allusion, tu es allé voir ChatGPT, puis ChatGPT t'a dit ça, alors tu dis, ben ça doit être ça la traduction. Et là, pour faire un peu une blague, je marchais avec ma conjointe et puis, évidemment, on utilise tous Google Maps ou Plan, donc des outils qui nous disent où tourner, où aller. Alors, je disais, ben, tu vois, moi, je me fie à l'IA. Donc, l'IA me dit d'aller jusque-là et de tourner à droite. Donc, je me fie aveuglément à l'IA. Et là, elle dit, mais pourquoi tu appelles ça une IA? Ma conjointe. Oui. OK? Mais il est absolument certain qu'en 1970, Google, mais là, je ne fais pas publicité pour Google, mais Google Maps ou Plan sur Apple, il est absolument clair que tout le monde aurait dit c'est de l'IA, ça. 100% clair, oui, absolument. C'est absolument clair. Là, maintenant, personne ne considère que c'est une IA. Oui. Oh, oui, il considère que c'est essentiellement un algorithme, que c'est... mais certainement pas un truc général. En fait, je pense que dans l'esprit des gens, tu as ChatGPT d'un côté qui ressemble à quelque chose de général. Tu as Google Maps de l'autre puis Google Maps ressemble plus au jeu d'échecs dans ce sens-là, dans le sens que je décrivais. Puis pourtant, par exemple, c'était une compétence cognitive importante par exemple, des chauffeurs de taxi à Londres, ils devaient passer des examens assez pour pouvoir fallait connaître toutes les rues, etc., pouvoir faire les trajets. Bon, puis maintenant, un ordinateur fait probablement mieux que la plupart des êtres humains à trouver le chemin le plus court, etc. Surtout s'il y a des embouteillages, parce que lui peut même savoir où sont les embouteillages, alors que c'est difficile pour l'être humain. Mais c'est un peu, mais ça, c'est exactement c'est la même idée. Puis en fait, je pense que c'est un thème vraiment intéressant. On peut peut-être continuer un peu sur ça, parce que là, ben, en fait, on a dit l'IA. En fait, c'est comme une espèce de concept presque un peu mystique, en fait. Parce que, en fait, c'est pour revenir au moving goalpost. C'est comme si le concept idéal qu'on aimerait atteindre nous échappe tout le temps. Il y a comme, à chaque fois qu'on y arrive concrètement, on dit finalement, c'est pas exactement ça que j'avais en tête. Et je lisais ce matin, en fait, un texte d'un blogueur qui disait que l'apprentissage automatique, fait que là, on est beaucoup plus proche de ce qu'on entend par IA,
on est dans les années 2010, OK? Le blogueur expliquait que les hôpitaux, les médecins utilisaient dans les années 2000, avant ChatGPT en fait, utilisaient toutes sortes de modèles statistiques qui sont vraiment considérés comme de l'apprentissage machine. On est vraiment dans l'IA. Des régressions linéaires, des régressions logistiques, des trucs de ce genre-là qui sont maintenant considérés comme de l'apprentissage automatique plus classique. OK? Mais cet usage-là, c'est jamais généralisé. Les gens, il n'y a pas eu de révolution à la ChatGPT. Les hôpitaux se sont pas mis à implanter ce genre de système-là de manière... non, en fait, l'implantation a été plus spécifique. Certains endroits l'utilisent, d'autres non. Et en fait, ce qui arrive, c'est que, au contraire, apparemment, ce que j'ai lu, c'est que il y a beaucoup de spécialistes, des médecins, qui utilisent en fait carrément ChatGPT, évidemment pas de manière officielle, mais ils vont utiliser ces outils-là. Pourquoi? Parce que contrairement à un outil comme une régression linéaire, qui n'est pas particulièrement complexe conceptuellement, mais qui est quand même plus technique, bien, ChatGPT, c'est pas un outil technique. ChatGPT, c'est un outil un peu comme Google Maps, c'est un outil général, c'est un outil d'usage d'usage quotidien que tu as carrément dans ta poche. Tu peux poser une question vocale. Et c'est vraiment ça la différence. Je pense qu'il y a une énorme différence qui est pas particulièrement technique ou scientifique. C'est une question d'interface. C'est une question de comment cet outil-là s'intègre dans ta vie. Google Maps, c'est un excellent... Moi, maintenant, même quand je vais au Costco, dont je connais le chemin exactement par cœur, je vais quand même mettre mon GPS dans l'auto. Pourquoi? Parce que je me dis, mais tout d'un coup, qu'il y a une route barrée ou qu'il y a un accident, mais le GPS va le savoir puis il va intelligemment me permettre de... Fait que donc, c'est ça. Il y a vraiment un usage quotidien de plus en plus profond de ces outils-là. Christian, tu mentionnais Deep Blue est ce qu'on appelle une intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire elle incarne une intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire spécialisée dans une tâche, ici le jeu d'échecs, avec l'avènement des grands modèles de langage et leur capacité. Penses-tu que nous sommes en train d'entrer dans une ère de l'intelligence artificielle générale ou reste-t-il des étapes à franchir avant d'y parvenir? La question maintenant par rapport à ChatGPT, c'est est-ce qu'on y est? Cette question-là a plusieurs formes dont on va pouvoir discuter. Mais est-ce que c'est le paradigme, les grands modèles de langage? Est-ce que enfin, après toutes ces explorations-là dans l'univers des possibilités d'algorithmes d'apprentissage intelligent puis d'intelligence artificielle, est-ce qu'on a un peu accidentellement buté sur la bonne formule? Et est-ce que ChatGPT constitue un truc qui est intelligent d'une manière générale? Puis là, ce qu'on aura en tête, évidemment, c'est si ce bidule-là est effectivement intelligent, il devrait être capable de jouer aux échecs, il devrait être capable de composer un poème, il devrait être capable de résoudre des problèmes de mathématiques du secondaire 5, il devrait être capable de faire toutes ces choses-là. C'est à peu près ce qu'on observe. Mais évidemment, on va aussi observer que ça n'aurait pas de sens de demander à ChatGPT de faire la vaisselle parce qu'il y a une question de modalité là-dedans, évidemment. On reconnaît que la substance de ChatGPT, c'est d'être un modèle de langage. Et donc, ce qu'il fait, c'est essentiellement manipuler, il manipule le langage. Mais il se trouve qu'on semble avoir un rapport vraiment extrêmement étroit puis extrêmement... j'aurais envie de dire anthropologiquement profond avec le langage parce que le fait de nous donner un outil dont l'usage est linguistique puis l'interface est linguistique, on a vraiment l'impression d'être en présence d'un truc qui est... Mais c'est un énorme débat en ce moment, c'est un débat extrêmement intéressant, la question de savoir est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est encore
une forme d'intelligence étroite, un peu comme un jeu d'échecs, mais plus sophistiqué, un engin de jeu d'échecs, des blues, mais pour le langage. Est-ce que... Ben, peut-être que la question... Bon, est-ce que l'intelligence, c'est quelque chose de bien défini? C'est quand même difficile de définir. Tu sais, on peut aller dans le dictionnaire. Puis l'intelligence générale, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est pas des concepts qui sont très bien définis. Une façon de voir les choses, c'est que, évidemment, si j'étais en 1970, je me dis, je vais créer un ordinateur qui est capable de jouer aux échecs mieux que n'importe quel être humain. Ce que je vais avoir créé est intelligent. Et après ça, on se rend compte, bon, il y a des limites. Mais le langage, c'est peut-être plus général que de jouer aux échecs, mais c'est quand même spécifique. Hein? Il y a des animaux que je considère intelligents, comme un chien. Ça ne parle pas un chien, mais c'est quand même intelligent. C'est capable de... Un chien, ça peut s'entraîner, ça peut faire des tours, ça peut attraper une balle au bond, d'une façon que des êtres humains ne seraient pas capables de faire. Il y a des animaux qui font des choses qu'on n'est pas capable de faire, qui sont capables d'une agilité, de prouesse qu'on n'est pas capable de faire. Là, moi, je ne suis pas capable de sauter d'arbre en arbre. Et puis, il y a une forme d'intelligence là-dedans, c'est pas juste de la motricité. Donc, moi, je pense que le problème fondamental dans la question de Dolores, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par l'intelligence générale. La plupart des êtres humains ne sont pas capables de multiplier deux chiffres avec 15, avec 15 nombres. Et on n'est pas capable de multiplier des grands chiffres ensemble, et alors que c'est trivial pour un circuit électronique comme une calculatrice de le faire. Donc, est-ce que même l'être humain a une intelligence générale, ou est-ce que l'être humain, dans un sens, a une intelligence qui est quand même spécialisée? Par exemple, on sait que c'est assez difficile pour les êtres humains de faire des mathématiques formelles. Ça nous demande beaucoup d'efforts. Clairement, on n'a pas eu... notre cerveau n'a pas... nos ancêtres ne faisaient pas de preuves formelles. C'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts, là, dans la savane. Dans les savanes. C'est extrêmement récent. C'est récent. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a rien dans l'évolution qui pourrait aider le fait d'être bon à faire des mathématiques formelles, parce que c'est trop récent. Et on voit à quel point ça prend énormément de formation pour y arriver. C'est pas quelque chose qui est naturel. La plupart des gens qui essaient de faire des preuves formelles, même simples, font plein d'erreurs aussi. Donc peut-être que la réponse, c'est qu'il n'y en a pas d'intelligence générale, puis que c'est toujours juste des intelligences un peu spécialisées, puis que l'être humain a sa propre forme d'intelligence qui va toujours être distincte de celle qu'on peut créer par la machine. Parce que la nôtre a sa propre caractéristique. Comme, par exemple, je n'ai pas l'intelligence d'un chien, puis un chien ne peut pas avoir mon intelligence. Mais ça ne veut pas dire que le chien est stupide. Il y a des chiens très intelligents, mais ils n'ont pas la même forme d'intelligence que nous. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une machine est intelligente? Turing, par exemple, pensait qu'une machine qui sait tenir une conversation identique à celle d'un homme pourrait être intelligente. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut encore faire confiance à ce genre de texte alors que les intelligences artificielles évoluent constamment? La connexion logique, encore une fois, est grande, parce que oui, le test de Turing, c'est un peu je sais pas c'est quoi l'expression exactement, mais c'était le litmus, le test de litmus, ou en tout cas, c'était pendant plusieurs décennies considéré comme le critère, en fait, ultime pour déterminer l'intelligence. Puis pour l'expliquer brièvement pour les gens qui écoutent, parce qu'il y a différentes versions, mais c'est essentiellement ce qu'une machine puisse converser de manière suffisamment fluide
et convaincante de manière à tromper carrément un interlocuteur, un interlocuteur humain. Et donc, l'interlocuteur humain parle à une machine ou un humain à travers une interface quelconque, serait pas en mesure de distinguer, en fait, est-ce que je parle à un humain, à un autre être humain, ou est-ce que je parle à un ordinateur. Puis ça, je pense, je sais pas, c'est probablement quelque chose comme les années 40-50. C'est assez ancien. Je pense qu'il l'écrit dans un papier en 1950. Puis qui prédit que ça va prendre 50 ans à peu près. Puis là, il fait le calcul en termes du nombre de paramètres. Il dit ça prendrait... Si on a une machine capable de traiter X nombre de paramètres, puis là, il estime à peu près ce qu'il... Donc, il plaçait les choses à peu près à l'an 2000. Ce qui est quand même vraiment impressionnant parce que c'est à peu près ce qui est arrivé, en fait, ce qui arrive maintenant. Mais encore là, il y a un effet de moving goalpost, un peu d'objectifs dynamiques ou changeants parce qu'en fait, on arrive vraiment avec ChatGPT à un programme qui est capable de passer le test de Turing à peu près. Je ne sais pas exactement les détails, mais je sais que ça serait en mesure. C'est certainement le cas en ce moment. C'est sûr. C'est soit, le test de Turing est passé. Donc, le test de Turing est à toute fin pratique rendu caduc. En fait, c'est un truc, c'est un appareil conceptuel qui est désuet dans un certain sens. Mais il reste quand même qu'il y a lieu de se demander, en tout cas, toi, de ton expérience, quand tu parles à ChatGPT, moi, c'est mon expérience, je peux quand même pas prétendre que j'ai l'impression de parler à une entité... je veux dire, je suis parfaitement conscient dans mes interactions des limitations. Je n'ai pas l'impression que ChatGPT a des sentiments ou une conscience. J'ai l'impression, mais encore là, c'est super intéressant parce que ça varie selon les individus. Il y a des individus qui utilisent les robots conversationnels pour carrément en guise de compagnons virtuels. Il y a des gens qui font ça. Puis il y a des gens, moi, c'est plus mon style d'utilisation. Moi, je dirais mon style d'utilisation de ChatGPT, c'est une intelligence complètement désincarnée. C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'adresser à une sorte de Dieu omniscient qui sait beaucoup de choses, mais j'ai pas l'impression de m'adresser. On sait que c'est des anecdotes, mais il y a plein de gens qui essaient d'être polis avec ChatGPT. Ouais. Ils sont polis avec. Ouais, Ils remercient ChatGPT. Ben moi, en fait, je peux pas nier le fait que je vais avoir souvent tendance à ajouter, par exemple, je vais dire, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, faire telle chose? Pourquoi? Ben, premièrement, c'est amusant, mais aussi, c'est que j'ai lu qu'apparemment, que si tu comprends un peu le fonctionnement de ChatGPT, ça a du sens, en fait. C'est plausible que le fait d'ajouter, s'il vous plaît ou merci, améliore un peu les résultats parce que si tu comprends comment ChatGPT fonctionne au sens statistique, ben, ça a du sens. Y a-t-il un lien entre la philosophie de l'esprit et l'intelligence artificielle? L'époque dans laquelle on vit, l'avènement des grands modèles de langage, en fait, fait en sorte d'amener beaucoup d'eau au moulin, des grandes questions philosophiques. Philosophie de l'esprit, j'inclurais peut-être un peu, c'est comme un nuage quand même, philosophie analytique, philosophie du langage. Mais les questions des philosophes qui ont précédé de plusieurs décennies, là on parle de, je sais pas, quelque chose comme ça a commencé probablement à la fin du 19e siècle. Les gens qui ont commencé à penser à qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que ce serait possible de formaliser ces choses-là avec les Est-ce que c'est possible de penser à l'intelligence et l'esprit de manière scientifique, en fait? Et beaucoup de philosophes, de mathématiciens ont commencé à réfléchir à ça. Puis essentiellement, à travers l'histoire, ils ont posé les briques, l'appareil conceptuel qui a mené éventuellement à l'informatique, à l'ordinateur, puis plus tard maintenant à l'intelligence artificielle au sens moderne. Mais il y a des liens, il y a clairement des liens à faire. J'ai vu souvent en fait l'expression zombie philosophique revenir à travers mes lectures
Pourriez-vous m'expliquer c'est quoi un zombie philosophique? Plus tard, on va parler d'un personnage assez croustillant qui s'appelle Eliezer Yudkowsky. On va parler plus tard de lui dans la conversation, mais je me suis rendu compte hier que ce gars-là a écrit plusieurs livres, puis un de ses livres, c'est... le titre du livre, ça s'appelle « Rationality, From AI to Zombies ». Et ça m'a frappé, en fait, j'avais oublié ce livre-là, mais en fait, donc, clairement, oui, il y a des liens entre ces sujets-là. Et certaines personnes sont préoccupées par ça. En gros, qu'est-ce que c'est l'idée d'un zombie philosophique? Mais supposons qu'on prend l'exemple qui est souvent utilisé, qui est souvent discuté, c'est l'exemple du rouge, du fait de percevoir la couleur rouge. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale, profonde, entre l'expérience humaine ou, disons, animale de la perception du rouge et une caméra, par exemple une caméra de surveillance, une caméra de sécurité qui détecterait du rouge et qui serait en mesure de dire voici une lumière rouge ou voici il y a du rouge. Je détecte de manière algorithmique le rouge. Est-ce qu'il y a dans l'expérience subjective du rouge d'un être humain quelque chose qui va au-delà de la question algorithmique ou fonctionnelle de dire voilà, il y a un mécanisme, il y a un ordinateur en chair et en os, en fait, en cellules et un cerveau, en fait, qui a fait un calcul et qui a déterminé qu'il y a du rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, en fait? Est-ce qu'il y a comme une sorte de... Est-ce qu'il y a une espèce de fantôme là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Et ça, ce que j'essaie tant bien que mal de décrire, parce que c'est un sujet qui est difficile à essayer de définir, ça a un nom, ce sujet-là, cette chose-là, c'est un qualia. En fait, les gens, les philosophes de l'esprit, discutent depuis longtemps de la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est un qualia, et dans le cas du rouge, est-ce qu'il y a un qualia pour le rouge? Est-ce qu'il y a une sorte d'objet à l'intérieur de la conscience qui correspond au fait de reconnaître du rouge? Puis là, la question, là, j'en arrive à la connexion avec l'IA, parce que clairement, si les êtres humains ont quelque chose de plus et qu'il se passe quelque chose de plus profond au moment de la reconnaissance du rouge ou de la perception du rouge, ben on aura un peu envie de dire que ChatGPT, lui, par comparaison, il a nécessairement pas ce mécanisme-là, parce que peu importe, ChatGPT est très bon, très adepte pour parler du rouge. Il peut composer des poèmes avec la couleur rouge. Il peut parler de toutes sortes de considérations scientifiques, la longueur d'onde, toutes sortes de choses par rapport au rouge. Il peut probablement même prendre une photo puis dire ça c'est rouge, ça c'est vert. Mais on aurait quand même encore là intuitivement envie de dire ou de ressentir que probablement que le rouge pour ChatGPT, c'est pas une expérience particulièrement viscérale. Et donc, pour faire la connexion logique avec ta question initiale, il y a des philosophes qui posent la question, est-ce qu'il y a quelque chose là, ou est-ce que tout ça n'est que de la poudre aux yeux, puis que est-ce que les qualia existent, ou est-ce que c'est une sorte de fiction, en fait une sorte de mécanisme un peu inutile qui sert à rien? Moi, j'aurais tendance à penser, Daniel, toi, j'aurais vraiment tendance à penser a priori, si on me demandait est-ce que Daniel pense que les qualia existent, oui ou non, je suis pas mal certain que tu dirais non, les qualia, ça peut pas exister, c'est une fiction. Qu'est-ce que tu penses de la notion de qualia? En fait, la question originale, la question que moi je te poserais, c'est la question originale de Laurel se portait sur les zombies. Ouais, ah oui, j'ai un peu... Oui, je m'excuse, tu as absolument raison, oui, tu as absolument raison. Oui, parce que là, j'avais besoin des qualia pour les zombies, parce que je ne pouvais pas tout de suite... Bon, OK, qu'est-ce que c'est un zombie? Maintenant qu'on a, pendant 5 minutes, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce qu'un qualia est. Un zombie, c'est vraiment une expérience de pensée intéressante, parce que c'est essentiellement ça, c'est une expérience de pensée. Un zombie,
c'est un être, une entité, par exemple un être humain qui se comporte de manière parfaitement identique à nous trois, mais qui, à l'intérieur, a rien, en fait. C'est comme un simulacre, c'est comme une poupée, en fait, qui reproduit parfaitement le comportement humain, qui parle dans le cadre d'une conversation. En fait, ce serait rigoureusement impossible de distinguer un zombie d'un non-zombie, parce qu'il n'y aurait absolument aucun critère extérieur, superficiel, qui permettrait de déterminer où on se trouve. Mais la question, c'est, OK, premièrement, c'est une idée troublante, c'est pas agréable. Il y a certains films qui, je pense, qui ont cette notion-là. Mais donc, je ne sais pas si j'ai été clair, un zombie, c'est essentiellement une sorte de copie, une sorte de mécanisme qui se comporte exactement comme un être humain, mais pour qui, à l'intérieur, il ne se passe rien, il n'y a aucun qualia, il n'y a pas d'aucune sensation particulière de rouge, il n'y a pas d'émotion particulière, il y a juste un comportement externe. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est ça la notion de zombie. Puis la question, c'est est-ce que... mais il y a deux questions. Premièrement, est-ce que ça a du sens comme notion? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est possible, que c'est logiquement possible? Probablement pas physiquement possible, mais est-ce que c'est logiquement possible? Puis deux, est-ce que les IA, parce que c'est ça évidemment le sous-texte, est-ce que l'IA constitue un zombie? C'est ça un peu le questionnement philosophique qui est intéressant avec les zombies. Et justement, à ton avis, est-ce que les intelligences artificielles sont des zombies philosophiques? Elles semblent agir de manière intelligente, mais ont-elles une conscience? Oui, ben c'est important de dire que c'est un débat ouvert, puis qu'il y a comme tout un arc-en-ciel d'opinions puis de ressentis par rapport à ça. Il y a des gens qui auraient... En fait, je connais des gens qui ont des conversations extrêmement profondes avec des IA et qui, eux, prétendent... en fait, ils sont pas convaincus à 100%. C'est pas complètement des gens illuminés qui veulent... mais les gens, les gens que j'ai en tête se posent des questions. Ils disent, mais étant donné que j'ai ces conversations-là, la teneur des conversations, étant donné ça, ce que j'observe, ce que je vis, en fait, est-ce que je ne devrais pas commencer à penser que je pourrais changer mon fusil d'épaule, puis peut-être imaginer que je suis en présence d'une nouvelle forme de conscience qui émerge, qui évidemment... que personne n'avait vu venir, ou en tout cas, c'était pas 100% clair. Et, c'est un peu... En fait, il y aurait des parallèles à faire, avec... je sais pas si on rencontrait une civilisation extraterrestre et on était en présence d'une nouvelle sorte d'entité qui pense d'une manière complètement différente, qui a probablement un corps complètement différent, qui aurait... qui fonctionnerait pas sur les mêmes principes de la biologie, de la Terre. Bon, mais comment on se sentirait par rapport à ça? Est-ce qu'on l'accepterait en tant que... Est-ce qu'on lui tendrait la main ou est-ce qu'on aurait l'impression qu'on a affaire à un truc inconnu, un peu menaçant? Ben, il y a un peu le... Moi, je fais un lien entre le fait que pourquoi les êtres humains ont un cerveau aussi développé. Les êtres humains, ont clairement, à certains points de vue, une intelligence qui peut être vue comme supérieure à celle des animaux ou des autres animaux, selon son point de vue. Puis, une des explications dans les sciences cognitives qui est avancée pour ça, c'est que on a un cerveau très évolué afin justement de modéliser les autres êtres vivants. Donc, j'ai une simulation dans mon cerveau qui tourne de ce que pense Dolores, de ce que toi tu penses, ce qui me permet d'anticiper. On a de l'empathie. L'empathie, ça demande du calcul. Donc, si tu te levais brusquement, puis tu quittais ton siège et puis tu t'en allais, ben
ça me surprendrait parce que j'ai un modèle de ce que tu vas faire dans les prochaines minutes qui correspond pas à ça. En fait, ça constituerait une énorme surprise à ton modèle si je faisais quoi que ce soit d'autre que d'être assis et de continuer la conversation. Donc, on a cette représentation-là donc, si on rencontrait, donc, on est capable avec des animaux, si on rencontre un chien, on arrive, surtout on connaît un peu mieux, hein, si on connaît bien le chien, on est capable un peu d'anticiper comment il va fonctionner. Bon, qu'est-ce qui se passerait avec des extraterrestres? Peut-être qu'on aurait des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable avec, par exemple, je pense que les gens sont capables avec ChatGPT d'apprendre à le connaître et d'arriver à anticiper, en fait. Puis là, on parle de ChatGPT, c'est juste un exemple. Oui. Mais les gens, ils apprennent à le connaître, puis ils se font comme un modèle mental de comment il va répondre, et ils apprennent évidemment à ce que tu disais. Tu donnais l'exemple, tu essaies d'être poli, alors tu lui demandes s'il vous plaît, parce que tu as un modèle mental, en fait, du fait que ça va l'aider. Donc ça, je vois un peu c'est difficile de répondre à la question philosophique originale, mais ce qu'on peut certainement dire, c'est que les gens, ils s'adaptent à ChatGPT en accordant une conscience à ChatGPT, je pense. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est entièrement le fait que l'interface de ChatGPT est linguistique? Parce que si l'interface était autre que linguistique. Je lisais sur Twitter hier, sur X, quelqu'un qui parlait du fait que, parce qu'on considère depuis longtemps que on sait que l'intelligence humaine, en particulier, elle est profondément visuelle. Okay? Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de l'esprit qui est consacré au processing visuel. C'est super important dans l'intelligence. Donc, par exemple, dans ta discussion précédente, quand tu dis voir le rouge, en fait, on voit pas le rouge. Tes yeux ont une certaine perception qui est très limitée, qui se rend jusqu'au cerveau. Et là, il y a un modèle, ton cerveau calcule, fait un modèle complètement calculé. Ouais. Et dans ce modèle-là, le rouge apparaît. Mais tes yeux, directement, ne perçoivent pas le rouge. Mes yeux perçoivent les pixels, les longueurs d'onde de la réalité. Et ça, c'est... Il y a un pipeline extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux voir du rouge là où il n'y en a pas, dans le cadre d'illusions optiques, où ton cerveau est trompé. Et là, tu vas te dire, ben, c'est rouge, puis on va te dire, non, regarde comme il faut, c'est pas rouge du tout. Mais t'es d'accord que dans le contexte d'un système informatique quelconque, je sais pas, un algorithme de classification ou je sais pas, un truc qui détermine si une lumière est rouge ou verte, la notion du rouge ou de la couleur, ça va être essentiellement en quelque part un symbole. On pourrait même réduire ça à un bit en quelque part. Rouge, pas rouge, ça serait un bit. Fait que donc, pour l'ordinateur, en bout de ligne, c'est un symbole. En bout de ligne, c'est rien, en fait. C'est un truc mécanique. Alors que, là, on revient un peu à la discussion des qualia, mais alors que pour quelqu'un qui perçoit du rouge, pour moi, toi, Dolores, quand tu vois du rouge, ou quand tu regardes le ciel bleu et tu regardes le ciel, tu t'abîmes dans la contemplation du ciel, t'as pas l'impression que tu es en train de lire une série de bits dans ton appareillage mental. T'as l'impression, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de viscéral dans le bleu. T'aurais comme envie de dire, il y a nécessairement une différence entre ma perception de la couleur et la perception d'une machine. T'as envie de dire ça, mais en même temps, ton modèle prédictif, ton modèle scientifique te dit non, probablement que même la sensation que t'as, même les affaires viscérales que tu invoques, même les qualia, toutes ces choses-là, probablement que tout ça est pas nécessairement une illusion, mais ça aussi, c'est une forme de calcul, en fait. Puis que finalement, au final, tu pourrais imaginer une machine qui reproduirait ces choses-là. Tu pourrais imaginer une machine qui
qui contempleraient le bleu du ciel puis qui auraient des sensations similaires aux nôtres. Parce que, en fait, c'est ça, c'est la question du réductionnisme. Est-ce que tout est juste une manipulation de bits ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Mais il y a des gens sérieux comme Monsieur Penrose, le mathématicien anglais. Tu sais, je veux dire, tout ça pour dire qu'il y a des gens vraiment intelligents et sérieux qui disent non, l'esprit, il n'y a pas juste l'aspect computationnel puis fonctionnel, il y a aussi des choses plus profondes qui se passent. Je pense que Penrose finit, j'ai jamais exactement compris c'est quoi sa ligne d'argumentation, mais je pense que Penrose finit par invoquer des trucs qui sont presque dans la mécanique quantique pour dire il y a des trucs dans l'esprit que si on ne fait pas intervenir la mécanique quantique, on n'a pas un modèle suffisamment profond. Bon, si c'est le cas... juste pour préciser, donc lui, puis là, c'est quand même assez ancien, là, ça, je ne sais pas s'il est encore en vie. Je pense qu'il est... Oui, OK. Donc, c'est quand même très ancien, mais lui, en fait, sa thèse, c'est qu'on ne peut pas réduire le cerveau humain à un ordinateur électronique parce qu'il y a une composante, bon, lui, il fait appel à la mécanique quantique, mais il y a une composante, en fait, on pourrait le dire comme ça, il ne le dira pas comme ça, mais une composante spirituelle, finalement. Il y a une âme. Oui, évidemment, il va pas dire ça. Non, il se protégerait, il dirait non, mais non, lui, il va quand même vouloir fournir il va quand même vouloir il va avoir une explication scientifique, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a plus. Il y a plus que juste des calculs électroniques dans le cerveau. Puis je pense que c'est intéressant, là, maintenant qu'on est sur ce sujet-là, on peut juste connecter un peu les points. Tu sais, Chomsky, dans un certain sens, c'est un peu le fer de lance de Chomsky. Chomsky, qui est un grand linguiste, qui est hyper important à la fois pour toutes sortes de sujets. Qui était important. Et ouais, avec l'avènement de ChatGPT, Chomsky, dans un certain sens, la thèse de Chomsky est un peu, pas invalidée, mais en tout cas, elle est fortement attaquée par le simple avènement des grands modèles de langage. Là, je mentionne Chomsky. Bon, c'est différent de Penrose, mais il y a des liens à faire. Puis j'aurais en tête de... Mais là, c'est ça. Donc Chomsky, c'est un linguiste donc, au MIT. Donc lui, sa thèse, c'était que le langage, en fait, c'est constitué d'un ensemble de règles. Si on peut... Donc des règles formelles qu'on pourrait énoncer, et donc qui sont en quelque sorte encodées dans le cerveau humain. Ouais. Et que si on peut trouver ces règles-là, ben on va comprendre le langage. Et c'est le domaine de la linguistique est beaucoup axé là-dessus. Hein. Ça a évolué, ils ont trouvé des règles, tout ça qui permettent ça part de la grammaire, ultimement. Et donc, la thèse, c'est comme ça qu'on va modéliser le langage, c'est avec des ensembles de règles. Donc, les chercheurs ont passé des décennies là-dessus, ça a donné des résultats relativement médiocres parce qu'il n'y a pas de mise à l'échelle. Et là, ChatGPT arrive et maîtrise parfaitement le langage sans avoir trouvé ces règles-là, ce qui invalide en fait la thèse de Chomsky. Oui, absolument. Ou en tout cas, qui constitue un bémol vraiment important parce que... la réponse de Chomsky à ChatGPT, ça a été qu'en fait, que ChatGPT ne maîtrise pas le langage. Mais ce que, à peu près tous les êtres humains peuvent constater que non. ChatGPT maîtrise le langage mieux, en fait, que bien des êtres humains. Ouais. Oui, tout à fait. Mais quand même de manière paradoxale, sa maîtrise supérieure qui est indéniable. Mais il reste quand même qu'il y a un paquet de contre-exemples. Tu connais les contre-exemples, tu sais, comme là, j'imagine que c'est plus d'actualité, mais tu sais, encore récemment, tu demandais à ChatGPT, dans le mot strawberry, combien il y a de R, combien il y a de fois la lettre R, et ChatGPT systématiquement n'était pas capable de répondre à cette question-là. Bon, là, probablement que là, maintenant, c'est réglé, ils ont réglé ce bug-là. Mais tu sais, ça, c'est intéressant parce que ça si tu dis ton mécanisme, oui, il maîtrise le langage, c'est réglé, c'est un problème réglé. Mais en même temps, tu montres un failure mode,
vraiment évident. Et là, la question qui tombe sous le sens, la question de monsieur et madame tout le monde, en fait, ma question au quotidien, comment tu peux prétendre ou comment tu peux imaginer que ce bidule-là est intelligent de manière générale, de manière fiable et tout, s'il fait une erreur aussi stupide? Et mais je suis pas sûr il y a quelque chose, qui dérange l'intuition. Je suis pas sûr que chez les êtres humains, c'est dans toutes les cultures. Mais je pense que toutes les cultures humaines ont une forme de langage depuis longtemps. C'est ça qui caractérise en quelque sorte l'être humain. Mais je suis pas sûr que toutes les cultures savent compter. Moi, je pense, et là je suis pas un expert là-dedans, mais je pense qu'il y a des cultures où c'est ils ont le concept de il n'y a rien, il y en a un, peut-être deux, puis le reste c'est plusieurs. Donc compter, c'est distinct du langage. C'est pas parce que tu sais parler que tu sais compter. En fait, il y a plein de gens qui ne savent pas calculer le pourboire. C'est une excellente objection. J'aime beaucoup ton objection parce qu'en fait, ça me permet de connecter un autre philosophe que j'aime beaucoup, qui est Wittgenstein. Et Wittgenstein dirait exactement ce que tu dis. Il dirait, premièrement, il n'y a pas une notion générale de ce que c'est. Il n'y a pas un langage. En fait, lui, sa notion pour laquelle il est connu, c'est la notion de jeu de langage. Il y a une jungle de jeux de langage. Lui dirait, compter, c'est un jeu de langage. Raconter une histoire à un enfant, c'est un autre jeu de langage. Jouer aux échecs, c'est un autre jeu de langage. Et en fait, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est une constellation, ou ce qu'on appelle le langage, c'est une constellation de jeux de langage qui n'ont pas nécessairement de lien logique entre eux. C'est-à-dire que quand tu es en train d'écrire ton CV, tu es en train d'exercer ton intelligence d'une certaine manière qui n'a pas beaucoup à voir avec celle que tu utilises quand tu es en train de programmer un ordinateur. Et donc, je pense que ton objection, en fait, je l'aime beaucoup. C'est comme si, dans le fond, on pourrait dire ChatGPT maîtrise très, très bien certains jeux de langage au sens de Wittgenstein, mais certains autres moins bien. Et pourquoi? Ça, en fait, c'est aussi la question de pourquoi. Probablement parce que les données d'entraînement de ChatGPT couvrent plus certains jeux de langage que d'autres. Mais paradoxalement, ChatGPT va être capable de te faire si tu demandes un programme informatique qui compte le nombre de voyelles dans un mot, il va te faire un code informatique capable de le faire en langage informatique que tu veux. Absolument. Ce que la plupart des êtres humains ne sont pas capables de faire. Ce qui est très paradoxal, puis qui est très puissant, puis qui impressionne beaucoup les informaticiens. En fait, la plupart des informaticiens en ce moment sont complètement subjugués par le fait que non seulement ce bidule, je dis bidule, ChatGPT et compagnie, parle, en fait, mais aussi il sait coder. En fait, non seulement il sait coder, mais il sait très bien coder. Ce qui est une forme de langage. Ce qui est absolument une forme de langage, mais qui ressemble plus... En fait, c'est comme s'il était il est aussi très, très bon en mathématiques, en fait. Il est très bon en raisonnement quantitatif, ce genre de choses-là. Fait que donc, ces jeux de langage-là, il les maîtrise très, très bien. Puis ça aussi, c'est vraiment intéressant, en fait. On peut comme examiner la distinction. Un problème difficile, par exemple, je sais pas, estimer, tout ce qui me vient en tête, mettons, estimer le nombre de boules de billard qui pourraient entrer dans la salle en ce moment. Bon, ce genre de problème-là, au lieu de le résoudre, si tu lui poses cette question-là ou une question apparentée, ce que tu vas peut-être obtenir au lieu de la réponse, c'est un programme, en fait, qui... Fait que donc, dans un certain sens, il y a les deux modalités possibles. Soit qu'il te donne la réponse parce que son intelligence lui permet de la cogiter ou de la faire apparaître juste en vertu de son intelligence supérieure. Ou s'il te donne un programme, dans un certain sens, il te dit je sais pas la réponse, mais je sais comment calculer la réponse. Puis, ça, c'est une autre modalité de l'intelligence. Nous aussi, on a beaucoup ça, évidemment. La plupart de la science moderne telle qu'elle est faite, si quelqu'un trouve, par exemple, un remède pour le cancer la semaine prochaine,
c'est absolument certain, peu importe ce que ça va être, que ça émergera pas. Probablement que le remède pour le cancer ne viendra pas d'un rêve qu'un scientifique aura fait pendant la nuit. Non, ça va probablement être le résultat d'un programme qui va avoir exécuté, qui va avoir fait un énorme calcul, en fait. Donc, est-ce qu'on dit que est-ce que c'est le programme qui a trouvé le remède pour le cancer ou c'est la personne qui... Je m'égare un peu. Les films de science-fiction regorgent d'histoires autour de l'IA. Pensez-vous que la façon dont on montre l'IA dans ces films influence nos peurs, nos espoirs? Je pense que ça a carrément défini ce qui constitue l'IA dans l'imaginaire collectif, la notion même d'IA, d'un ordinateur intelligent, de ce que ça veut dire. Je pense que non seulement les films ont influencé, mais je pense carrément, j'irais plus loin, je dirais que les films ont induit ça. Moi, je pense que ça vient de là, en fait. Puis que si on n'avait pas eu cette culture-là, si on n'avait pas eu HAL 9000 dans 2001 Odyssée de l'espace, j'ose prétendre que le discours qu'on a en ce moment par rapport à ChatGPT puis par rapport à l'IA dans la sphère publique, je pense qu'il serait différent. Je pense que ces films-là sont extrêmement fondateurs. T'as certainement un film de science-fiction préféré Donc, dans l'Odyssée de l'espace, là, pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que c'est quand même un film assez âgé. C'est vieux. Hein? Donc, l'idée, c'est qu'il y a un ordinateur qui est plus ou moins en contrôle du vaisseau spatial. Et donc, il y a des êtres humains dans le vaisseau. Et puis, sans vendre le punch du film, l'intelligence artificielle a son propre agenda, sa propre mission, ses propres consignes, qui ne sont pas nécessairement celles de l'être humain. Et donc, arrive un moment donné où, en fait, HAL décide de plus, en fait, collaborer avec les êtres humains. Et donc, là, il y a un conflit entre l'intelligence artificielle et les êtres humains. Ce qui est exactement, en fait, c'est la crainte. La plupart des gens n'ont pas vu ce film-là, je pense, là, parce qu'il est trop ancien, mais c'est un excellent film, même aujourd'hui. Mais je pense que chez plusieurs personnes, ça marque une espèce de crainte, parce que je vais donner à ces ordinateurs-là le contrôle, et un jour, cet ordinateur-là va refuser de m'obéir. Asimov, les trois lois, là, je ne me rappelle plus par cœur, c'était quoi les 3 lois? Le fait de devoir protéger un être humain en danger, le fait de devoir empêcher quelqu'un d'autre de faire du mal à un être humain, puis aussi se protéger soi-même, mais le fait de se protéger soi-même ne devait pas... Et là, l'idée, c'était la même obsession, c'est qu'il faut protéger, en fait, il faut faire en sorte que les machines puissent pas faire de mal. Mais finalement, on peut contourner ces lois-là et quand même avoir des problèmes. Donc, toutes ces idées-là d'IA dont on perd le contrôle, ben c'est sûr, au moment où on voit en Ukraine, en ce moment, il y a une guerre qui se fait par drone. Des drones qui, parfois, sont contrôlés à distance, mais qui ont quand même un certain degré d'autonomie quand même, là. Puis, donc, on est dans littéralement la guerre des drones, là, littéralement. Et donc, on sait, là, ça c'est la réalité là, militaire. On va avoir des drones qui vont être lancés autonomes, qui vont attaquer des êtres humains. En fait, ça se fait déjà en ce moment, là. Mais là, évidemment, le danger, c'est pas trop mal s'ils attaquent tes ennemis, mais est-ce que les drones peuvent se retourner contre toi aussi? Là? Donc, oui, ben c'est sûr que l'intelligence artificielle
probablement été influencé par la culture. On a l'intelligence artificielle qu'on a à cause de la culture qu'on a. Mais l'espèce de paranoïa profonde qu'il y a dans Odyssée, dans 2001, Odyssée de l'espace, évidemment, on voit en Paul Punch, mais oui, ça fait partie de l'histoire. Cette paranoïa-là, je ne sais pas si elle existait avant 2000, je ne sais pas si en 1965, avant le film, cette notion-là existait, mais certainement, le 2001, l'ordinateur HAL dans 2001 a introduit cette notion-là et c'est resté. Ensuite, si tu vas plus dans les années 80, tu sais, mettons, Terminator, puis Blade Runner. Moi c'était les exemples en fait, moi, c'est ceux que j'aime, là, surtout Blade Runner, en fait, qui est super philosophique. En fait, Blade Runner, je sais c'est 82 ou 83. Là t'es moins dans l'ordinateur de 2001, Odyssée de l'espace. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est les années 60, mais tu sens aussi que c'est vraiment la conception de l'époque. En fait, l'ordinateur va avec cette époque-là et va avec la conception de l'intelligence artificielle qu'ils avaient dans ces années-là. Fait que donc, premièrement, il est plus scientifique, il est plus... quand il parle, même si évidemment il est personnalisé, il a une voix, il a une personnalité, mais il parle, puis tu as plus l'impression que c'est tu l'imagines comme un scientifique sérieux, comme c'est comme un peu comme la vérité incarnée, un truc qui calcule d'une manière qui est vraiment notre conception du cerveau qui va 1000 fois plus rapide que nous, qui est plus intelligent juste en vertu du fait que c'est une conscience artificielle. Quand tu vas plus dans les années 80, surtout avec Blade Runner, là tu deviens plus... la perspective change un peu. Parce que, là, en fait, là, tu n'es plus capable de distinguer les robots de Blade Runner. En fait, ils sont tellement parfaits. Ils sont des robots tellement sophistiqués que c'est très difficile de les distinguer entre un vrai être humain et un robot. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, là, c'est ça, il y a des entités... il y a des robots, là, mais... Des répliquants, je pense. Des répliquants, donc, qui sont très difficiles à distinguer des êtres humains. Ils sont vraiment très, très difficiles. Et donc, mais ils ont... dans ce cas-là, ils ont une durée de vie limitée. Ils ont une durée de vie limitée qui fait en sorte que ça les distingue de manière... Et là, l'objet du film, c'est évidemment, il faut un peu capturer parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils essaient en fait de trouver un moyen de vivre plus longtemps. Ouais. Et puis là, on essaie de les arrêter. Oui. Et c'est intéressant dans ce film-là en particulier, dans Blade Runner, un des grands... Pourquoi le film est considéré comme profond et philosophique, c'est que les robots eux-mêmes finissent par se poser des questions existentielles. Les robots disent, mais OK, je suis un robot, parce qu'ils le savent qu'ils sont des robots, mais ils revendiquent un peu leurs droits. Ils disent, mais je suis un robot, mais j'existe, tu sais, puis je ressens des choses, parce qu'évidemment, ils ont un corps et tout. Puis ça, c'est pas une notion que tu avais, c'est comme une nouvelle couche qui est introduite au-dessus. Il n'y avait pas ça dans 2001, Odyssée de l'espace. L'ordinateur dans Odyssée de l'espace, il est entièrement désincarné. Évidemment, il y a une personnalité, puis une voix et tout, mais il est plus une sorte d'entité abstraite. Dans Blade Runner et d'autres films de ce genre-là, et c'est plus réel. Mais je pense qu'il y a un lien à faire avec... tu parles, tu fais référence à, est-ce que cette crainte-là existait avant? Moi, je pense qu'il y a un événement historique important, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a créé un traumatisme, et une raison évidente, mais la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus que tout autre, c'était le déploiement de technologies meurtrières à très grande échelle, incluant la bombe atomique, bien entendu, mais plein d'armes, là. Et ça, en fait,
ça crée, ça ancre dans la psyché humaine, ça ancre le fait que la technologie peut devenir... évidemment, il n'y a pas d'IA dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est cette crainte-là, qui après ça est devenue la crainte du nucléaire, qui existe encore de nos jours. Ça fait comme ça établit un cadre de référence. Donc, quand certaines personnes disent craindre l'IA, je pense que c'est associé. D'ailleurs, c'est explicite dans Terminator. Il y a un lien entre le nucléaire et l'IA. Et le nucléaire lui-même nous ramène à la Deuxième Guerre mondiale. Où là, puis il y a un lien assez évident, par exemple, peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais il y a des... on veut stopper la prolifération de l'IA. Hein. Il y a des gens qui veulent, en fait, limiter qui pourrait avoir accès à l'IA. Ça, c'est tiré directement de la non-prolifération nucléaire. Mm-hmm. Donc, on veut pas que... Par exemple, on veut pas en ce moment que l'Iran acquiert capacité des missiles balistiques nucléaires. Et ça vient directement, en fait, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale, là, puis en fait de tout ce qui est suivi après. Mm-hmm. Ça a pris cette naissance-là, je pense. Mais c'est intéressant. J'avais évidemment les parallèles entre l'IA et la menace nucléaire. Ben, il y a comme un... Comment dire, il y a des gens il y a différents niveaux. Il y a des gens qui disent, ah oui, c'est du même ordre. Et il y a des gens qui disent, non, c'est complètement une exagération. C'est pas du même ordre. Mais ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, j'avais jamais réalisé que dans le fond, dans un certain sens, ces deux technologies-là, c'est des technologies de la guerre froide. C'est des technologies. Puis la guerre froide, c'est vraiment c'est l'introduction dans l'espèce de psyché globale d'un environnement de paranoïa. Puis dans les deux cas, c'est une technologie qui est fondamentalement, qui peut servir à... l'IA aux États-Unis, ça a beaucoup été développé, comme tu dis. En fait, il y avait une course aux armements avec l'Union soviétique. Et évidemment, l'informatique et l'IA étaient vues comme une technologie. Et là, maintenant, évidemment, bon, l'adversaire, on craint peut-être un petit peu moins, il n'y a plus d'Union soviétique, mais il y a la Chine. La Chine qui est l'adversaire. La Chine qui est l'adversaire. Et là, donc, par exemple, le président Donald Trump a annoncé récemment un plan IA qui est vu, en fait, en opposition avec une certaine menace chinoise, technologique. Donc, on veut... Et on a fait ça, c'est sous la présidence de Biden. Il y a eu, par exemple, on a interdit aux Chinois l'accès à aux processeurs NVIDIA, ainsi de suite, pour essayer, en fait, de les stopper. Donc, il y a une forme de guerre froide, en fait, en IA. Absolument, oui. Ou carrément, c'est comme si la guerre froide se continuait, en fait, qu'elle avait pas... qu'elle prenait des nouvelles formes. Donc, l'IA est vue littéralement comme un enjeu militaire. Mm-hmm. C'est littéralement un enjeu militaire. Donc, c'est un peu normal. Que, puisque c'est vu comme, pas juste potentiellement, mais c'est vu comme un outil vraiment militaire, que ça suscite certaines craintes, un peu comme les armes, etc. Parce qu'on sait que c'est utilisé, par exemple, il y a Palantir aux États-Unis là, qui utilise l'IA pour, par exemple, dans des situations de combat, pour évidemment coordonner des attaques, etc. Il y a des technologies de l'IA qui sont utilisées là, de façon... Mais est-ce que leur branding à Palantir, par exemple, est-ce qu'ils vont vraiment prétendre, parce qu'évidemment, ils utilisent toutes sortes de technologies, mais est-ce qu'ils vont dire de manière aussi ouverte puis aussi triomphale, on utilise l'IA, puis c'est pour ça qu'on est meilleur? J'ai l'impression que... Il n'y a pas dit ça, mais ils ont fait des... Ils font des jeux de guerre pour démontrer là, que on pourrait contrecarrer un ennemi en utilisant
Et là, le parallèle est très, très clair avec Terminator, c'est-à-dire qu'on donne à l'IA le contrôle des armes, puis on lui dit, OK, va te battre contre notre ennemi, tu vas pouvoir réagir plus vite, prendre des meilleures décisions qu'un être humain. Et là, t'es vraiment très, très proche du film Terminator, là, c'est un peu ça. C'est drôle parce que justement, hier, j'écoutais le film War Games, en fait, 1983, Oui. avec... J'allais en parler. C'est exactement cette idée-là, en fait, de l'ordinateur là-dedans. En fait, il s'appelle Whopper. En fait, c'est comme une blague de l'appeler Whopper. C'est les lettres WOPR. Et en fait, tout ce qu'il fait, lui, cet ordinateur-là, si j'ai bien compris, c'est qu'il il fait des simulations militaires de guerre thermonucléaire en permanence. Oui, dans le film, c'est ça. Il y a un jeune homme qui est chez lui, puis il y a un ordinateur, et puis il se branche avec son modem, donc c'est avant l'Internet, donc il se branche à un numéro de téléphone, je ne me rappelle plus comment. Oui, en fait, je pense qu'il appelle des numéros au hasard. Il appelle des numéros. Et là, il tombe comme ça sur l'IA du militaire qui contrôle les missiles thermonucléaires. Le NORAD, en fait. Du NORAD, il contrôle. Et là, il se met à échanger, il pense que c'est un jeu, donc il joue au tic-tac-toe, des choses comme ça. Et là, l'IA est très gentille, ça va bien, jusqu'à ce qu'il comprenne que finalement, il a accidentellement initié un compte à robot. Et là, il faut qu'il ait trouvé le chercheur en IA, le professeur, je sais pas s'il est à la retraite ou je sais pas, faut qu'il y aille le trouver pour lui dire non, faut que tu viennes avec moi nous aider à stopper cette machine. C'est exactement dans ces thèmes-là, t'as vraiment tout là-dedans. Tout ce qu'on discute, c'est guerre froide, alors qu'on était terrorisé par l'idée des missiles intercontinentaux. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais peur de ça. Là, maintenant, on a encore peur de ça, mais c'est un peu plus... C'est comme un peu moins vif comme préoccupation. T'as l'IA, t'as tout dans les films de cette époque-là. Je pense War Games, c'est 1983, c'est la même année que Blade Runner. Oui. La communauté des rationalistes est assez présente dans les débats autour de l'intelligence artificielle, notamment autour de ces réflexions sur comment éviter qu'une intelligence artificielle ne devienne dangereuse ou qu'elle fasse des choses imprévues. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que leur manière d'aborder en fait ces risques et les dérives potentielles ont une influence sur nos chercheurs ou nos décideurs? Les rationalistes, oui, la communauté des rationalistes, qui est un phénomène pas si facile à définir, qui est clairement une sous-culture qui vient de l'Internet, en fait, qui a émergé en ligne, qui, je crois, au départ, était centré autour des blogs, de deux blogs, en fait, fameux. Le blog Less Wrong de Eliezer Yudkowsky, dont on a parlé il y a une heure. Et aussi le blog Overcoming Bias, je crois, de Robin Hanson. Et il y avait, qui est un économiste américain assez connu, qui est un... Comment on appelle quelqu'un qui touche à plusieurs sujets, un polymathe, qui est vraiment un iconoclaste polymathe. Et donc, ces gens-là, ces blogs-là, en fait, ont servi de racines ou de noyau à une sorte de communauté en ligne qui est apparue probablement autour du début des années 2000. Et oui, ces personnages-là sont devenus de plus en plus influents. Mais je pense que la raison pour laquelle ils s'appellent des rationalistes, c'est l'idée, si on veut mieux, on va arriver à la vérité de façon plus efficace que de la façon dont on le fait habituellement avec tous les biais qu'on connaît, culturels, etc. C'est de passer outre
Je pense qu'il y a un peu de... Oui, tout à fait. C'est dur à définir, mais c'est comme... En fait, il y a un peu un aspect, c'est presque un culte dans un sens. C'est des gens qui vouent une admiration ou ils ont vraiment la foi que la rationalité, la pensée scientifique, la pensée mathématique, l'utilisation de modèles probabilistes pour penser à toutes sortes de choses, ils ont vraiment la foi profonde que ça doit être amplifié, en fait, que ça doit être... En fait, ils reconnaissent que c'est déjà le cas, qu'il y a déjà la science, que toutes ces choses-là existent déjà, mais les rationalistes, dans leur façon de voir les choses, voudraient que ce soit généralisé, que ce soit encore plus... que ce soit comme une sorte de religion généralisée, globale, en fait. Donc, ils sont vraiment... Eux, ils n'appelleraient pas ça une religion. Non, certainement pas. Oui, parce que dans le fait d'appeler ça une religion, il y a comme quelque chose de paradoxal. Dans un certain sens, une religion, c'est presque quand on pense à un phénomène culturel qui n'est pas rationnel, qui n'est pas scientifique, en général, c'est à la religion qu'on va penser. Mais la religion en tant que système comment dire, premièrement en tant que communauté de gens qui pensent d'une manière similaire, qui sont apparentés, dans ce sens-là, c'est une sorte de religion, une sorte de communauté. Et eux, et en fait, les rationalistes, là, ils jouent un rôle important dans le discours actuel ambiant sur l'IA parce que leurs points de vue, leurs idées sont fortes. Leur point de vue particulier, leurs idées sont souvent même à la limite choquantes. Eliezer Yudkowsky, dont on peut parler un peu, c'est un personnage surprenant, en fait, qui dérange, en fait. Par exemple, c'est un gars qui est clairement une sorte de surdoué, qui est extrêmement intelligent, mais qui, je crois, n'a pas terminé son secondaire. Bon, probablement pour toutes sortes de bonnes raisons intéressantes qui le concernent, mais tu sais, déjà là, il y a comme quelque chose qui va un peu à l'encontre de l'espèce de sagesse ambiante. En général, on pense à un... Lui, notamment, en fait, il préconise qu'on stoppe l'IA parce que c'est dangereux. Oui. Quitte à aller en guerre et bombarder les gens qui utilisent l'IA, essentiellement. La question du bombardement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il dirait « Oh, ben là, non, il faut pas mal me citer, tu sais. » Je pense qu'ils entendent qu'il fallait attaquer les... Si, par exemple... C'était pas une figure de style, je pense pas, non. Je pense que si, par exemple, parce que pour l'arrêter, il faudrait... En fait, je veux revenir à la technologie nucléaire. Si on veut arriver à la non-prolifération nucléaire, il faut être prêt à aller en guerre. C'est ce qui se passe avec l'Iran. On envoie des missiles sur l'Iran pour les arrêter. Parce que si on fait juste dire au gouvernement iranien, s'il vous plaît, ne développez pas la technologie nucléaire, bon... Mais, ouais, ça fonctionne dans certaines mesures, mais pas autant. Au bout d'un certain temps, il n'y a pas le choix. Donc, je pense que c'est la même idée. C'est que là, dans le fond, l'IA est comme une technologie qui crée une menace qui est comparable, même comparable à la technologie nucléaire. C'est-à-dire ça peut mener à la fin des temps. Lui, en particulier, ce gars-là, il est... En fait, c'est intéressant de considérer sa trajectoire parce que il a commencé par être un enthousiaste. En fait, je pense qu'il voulait être un chercheur en IA. Il s'intéressait à l'IA depuis son jeune âge. Il a commencé par avoir un arc probablement positif. Je pense qu'il n'a pas particulièrement eu de succès en matière de recherche académique. Il s'est tourné vers la question de l'alignement. Apparemment, c'est lui qui a inventé le concept de friendly AI. C'est lui qui a vraiment popularisé cette idée-là. Si on fait une IA, on doit absolument faire en sorte que l'IA soit alignée. En fait, c'est toujours le terme qui est utilisé, qu'elle soit amicale. Puis c'est extrêmement important de penser à ces choses-là avant de penser
à toutes les questions techniques et scientifiques par rapport à l'IA, il faut penser à la question de est-ce que l'IA va nous être, est-ce qu'elle va être gentille avec nous? Lui, il a été un apôtre longtemps de ce genre de questionnement-là, puis ce genre d'angle-là. Et de ma compréhension personnelle de ce personnage-là, dans les derniers temps, dans les dernières années, là, il a pris un tournant encore plus radical, là, c'est vraiment extrême, où il dit carrément, on peut l'entendre sur YouTube dans des vidéos, dire de manière très, très, très claire, on va tous mourir. En fait, je pense c'est même pas il fait cette prédiction-là de manière sans aucune ambiguïté. On va tous mourir. Là, on est enligné vers, on est sur un train qui mène à la destruction totale. Et là, évidemment, ça fait réagir un paquet de personnes, de spécialistes, parce que même les gens, nous, on est des informaticiens, tu as un peu envie de réagir quand tu sais un peu comment l'IA fonctionne, quand tu as un peu étudié ces choses-là. J'imagine peut-être quelqu'un qui aurait étudié les virus ou la virologie, si quelqu'un prend le micro demain matin et dit la prochaine grippe va tous nous tuer, on t'aurait envie de réagir en tant que spécialiste. Fait que je pense qu'une partie de la logique là-dedans, dans cette crainte-là, si on veut l'expliquer, c'est un peu comme... Puis il n'est pas le seul à représenter ça comme ça, mais t'as une espèce de... Tu pourrais faire un graphique où tu montres l'accroissement de l'intelligence de la machine. Puis là, tu as par exemple l'être humain qui est ici. Mm-hmm. Et là, l'idée, c'est qu'arrive un point où la machine est tellement intelligente que nous sommes l'équivalent de fourmis. Mm-hmm. Et bien entendu, on tue des fourmis. Mm-hmm. Bon, pas tout le monde qui tue volontairement des fourmis, mais si tu marches, bon, tu écrases une fourmi, bon, la plupart des gens vont pas sur le trottoir éviter les fourmis, là, parce qu'on se considère largement supérieur à la fourmi. Mm-hmm. Peut-être moins que les chiens, là, on va peut-être moins. Mais clairement, les fourmis, on les considère comme suffisamment inférieurs qu'on ne cherche pas à sauver la vie de chacune des fourmis. Et là, l'idée, évidemment, c'est que cette explosion-là va faire en sorte que l'IA va nous considérer Comme des fourmis, ouais. C'est la crainte. En fait, là, dans ce que tu dis, cette espèce d'idée d'explosion exponentielle ou récursive, ça a différents noms, mais en général, c'est la singularité. Cette idée-là d'une explosion d'intelligence, ça fait partie de la crainte, en fait, parce que si le modèle, si l'évolution de l'intelligence artificielle était fondamentalement un modèle de lenteur, puis où on prend notre temps, je pense que la plupart des gens n'auraient pas de crainte particulière parce qu'ils diraient, ben, de toute façon, c'est lent, tu sais. Mais dans la crainte fondamentale des gens comme Yudkowsky et les gens qui ont peur, en fait, qui disent qu'il y a un danger, je pense que la plupart de ce que ces gens-là ont en tête implique une notion d'explosion. En fait, il faut, parce que sinon... En fait, ce qu'on a en ce moment, c'est ce qu'on observe. Si tu regardes ChatGPT en ce moment, en 2025, à l'été, tu te sens pas particulièrement menacé. Tu n'as pas l'impression que ça peut prendre le contrôle. Il y a des gens qui disent, oui, mais là, on est juste au début de la courbe, en fait. On est là où la courbe se met à vraiment augmenter de manière exponentielle. Donc, vous n'avez rien vu et c'est très difficile d'extrapoler. Un peu le même genre d'argument que les gens... par rapport aux pandémies puis des choses comme ça. Quand il y a une évolution exponentielle d'un phénomène, l'intuition humaine n'est pas très bonne. Donc, c'est la même logique, par exemple. Même si on ne voit pas de chômage technologique autour de nous, les gens disent oui, mais là, ça va exploser, là, il n'y aura plus d'emploi parce que l'IA va... c'est une crainte similaire. C'est que ça suggère qu'il va y avoir une explosion. On n'est pas là, mais bientôt, à cause de l'accroissement, on va passer à un point de non-retour où, ben là, c'est ça. Donc, une des craintes, c'est qu'il n'y aura plus d'emploi pour personne parce que ChatGPT va tout faire.
ou Mais ça, c'est- ChatGPT ça- va devenir tellement intelligente qu'elle va vouloir nous tuer. Ouais, c'est ça. Ça, est-ce que tu dirais, c'est parce que ça aussi, c'est le paradoxe de ces craintes-là, parce que tu as à la fois l'utopie puis la dystopie qui sont dans le même sac un peu. T'as l'utopie du bidule, d'un espèce de dieu technologique qui fait en sorte que t'as plus besoin, personne n'a plus besoin de travailler. Bon là, c'est pas évident qu'est-ce qui arriverait à l'économie, qu'est-ce qui arriverait au commun des mortels si c'était le cas, mais c'est assez facile d'imaginer que ça serait une sorte d'utopie. Puis ça, c'est une extrémité. Fait que là, donc, tu as tout ton temps pour écrire le roman que tu voulais écrire, mais que tu n'as jamais le temps d'écrire ou de faire tout ce que tu veux, tu vas pouvoir le faire parce que maintenant, toute la réalité va être gérée par ChatGPT. Mieux que ça, hein, parce qu'en fait, ça va guérir toutes les maladies. Ça va guérir, oui, c'est ça. On va donc vivre jusqu'à 500 ans. Il n'y aura plus de problèmes économiques. Là, évidemment, ça va régler les changements climatiques. Ça va à peu près tout régler. Ça, c'est la vision utopique. Puis à l'autre extrémité, t'as un peu la vision, t'as la fourmi, en fait. T'as la dystopie, où là, ce truc-là, oui, t'es un dieu omniscient, omnipotent, mais qui, pour des raisons qu'on pourra discuter, il y a différents types de modèles ou d'idées, mais en gros, ce truc-là considère que t'es un microbe, donc, la vie humaine a plus d'importance. Et c'est ça le danger. Puis là, la grande question, c'est pourquoi on construit un mécanisme C'est comme une bifurcation là, dans la tradition chrétienne, c'est que tu vas en enfer ou au paradis. Il y a des parallèles intéressants à faire avec ça. Il y a à la fois les deux, en fait. Oui, effectivement. C'est très différent. Évidemment, la seule chose réelle, la seule chose qu'on a, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ni le paradis, ni l'enfer, clairement. C'est entre les deux, c'est ce qu'on connaît. Mais oui, effectivement, dans la tradition, il y a comme ces deux extrêmes-là qui cohabitent, puis qui sont... c'est difficile de départager, en fait. Tu as évoqué tout à l'heure, Christian, le concept d'aliment. Ça signifie quoi concrètement une IA alignée aux valeurs fondamentales? Oui, je pense que c'est pas si évident à définir, mais moi, ma compréhension, c'est que l'alignement d'une IA, c'est la préoccupation scientifique, technique, de faire en sorte que l'IA le système qui va résulter de ton apprentissage. L'apprentissage d'une IA, c'est un processus extrêmement coûteux, extrêmement techniquement complexe, qui est très long, très coûteux, qui demande toutes sortes d'un énorme calcul. Le résultat de ça, tu devrais prendre en compte l'alignement et tu devrais faire en sorte de maximiser les chances que l'IA qui va résulter de ton processus d'entraînement soit sympathique à ta cause. On pourrait dire, entre guillemets, qu'il t'aime, en fait, qu'il te considère comme une entité amicale pour éviter que tu te retrouves dans une situation comme Daniel décrivait, où tu apparais comme une fourmi à l'IA qui... voudrait simplement t'utiliser, en fait, pas nécessairement de manière cruelle, en fait. L'IA pourrait simplement t'utiliser et te broyer dans l'espèce de machine industrielle que l'IA pourrait être, mais pas nécessairement dans un sens de cruauté. Simplement, on veut éviter ça, en fait. Donc, le problème de l'alignement, c'est de penser à ça d'avance ou de manière... Puis l'ancêtre, un des ancêtres de ça, c'est les lois de la robotique d'Asimov. Ouais. Qui donnent des consignes. Donc, par exemple, il faut que tu peux pas faire de mal à un être humain. Oui, en fait, tu as raison d'invoquer Asimov parce que je pense que c'est le meilleur modèle mental pour penser à ça. Dans le fonctionnement d'un robot à la Asimov, dans je ne sais plus quel livre qu'il a écrit, le fonctionnement de ces lois-là sont encodées dans, disons, le hardware, dans la réalité matérielle du robot. Ça fait partie de ces... Un peu, bon, une comparaison qu'on pourrait faire, le fait de ressentir de l'empathie ou si quelqu'un a un accident
sur le bord de la route, on va ressentir une émotion. Probablement, la plupart des gens vont vouloir aider la personne. Et ça, c'est une composante. C'est pas un quand cette émotion-là s'empare de nous, c'est pas le résultat d'un calcul ou c'est probablement pas particulièrement dû à l'éducation. C'est un truc, c'est une composante fondamentale d'être un être humain, en fait. Si quelqu'un est en difficulté ou si... C'est le résultat de notre évolution. Donc, si tu vois un bébé, tu veux protéger. La plupart des gens vont protéger un bébé, même si c'est pas leur bébé, ils vont essayer de... C'est instinctif. Donc, l'alignement, c'est l'équivalent informatique de cette qualité-là qu'on décrit. Actuellement, beaucoup d'experts critiquent les intelligences actuelles. Donc, on entend des critiques sur le manque de régulation, le manque de transparence, l'opacité au niveau des algorithmes. Est-ce que vous pensez que ces critiques sont justifiées? Et donc, juste pour préciser, donc la critique que tu as en tête, c'est une critique, c'est pas une critique technique sur le potentiel en fait, c'est une bonne question. Il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi au niveau du potentiel. Tu sais, il y a plusieurs experts qui mettent en évidence que, en fait, tant qu'on ajoute de la puissance de calcul et des données, ben les grands modèles de langage s'améliorent, mais qu'à un moment donné, ils vont comme aller droit dans le mur, il va y avoir une limite. Donc, est-ce que cette critique est justifiée ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas encore vu tout ce que les grands modèles de langage étaient capables d'accomplir? Puis après, il y a un deuxième niveau, en fait, où on met en évidence le manque de régulation, l'opacité, le manque de transparence, en fait, au niveau des algorithmes. Donc, toutes ces critiques, est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles sont exacerbées? Je vais me concentrer sur la première partie de ta question, la question de... oui, il y a des critiques qui sont faites à l'endroit de l'intelligence artificielle telle qu'elle est faite, implantée en ce moment. Disons, prenons ChatGPT comme exemple, les grands modèles de langue, ce genre de technologie. Moi, je trouve que, personnellement, c'est une question scientifique vraiment profondément fascinante parce que la réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Il y a une grande plage d'opinions par rapport à cette question-là. On a un peu envie de dire que... Mais quand tu dis on ne sait pas quoi? On ne sait pas si... le paradigme des modèles de langage constitue le chemin royal vers l'intelligence artificielle. Tu sais. Est-ce que c'est tout ce que ça va prendre au final et que si on se téléporte dans 20 ans, alors c'est assez facile d'imaginer que peu importe ce qui va arriver dans 20 ans, ce qu'on va avoir va être plus évolué que ce qu'on a maintenant. Ça apparaît, en fait, ça serait difficile d'imaginer qu'on régresse. C'est assez facile, c'est assez évident qu'on va progresser. Mais la question, est-ce qu'il va y avoir eu un changement de paradigme du même ordre, par exemple, que le changement de paradigme qu'il y a eu entre l'intelligence artificielle classique, qui n'était pas de nature statistique, qui n'était pas de l'apprentissage automatique, puis, graduellement, à travers l'évolution des 70 dernières années, il y a eu un changement de paradigme vers l'intelligence artificielle statistique, l'apprentissage automatique. Est-ce qu'on va rester dans cette voie-là ou il va y avoir un autre changement? Est-ce que ça va demander un autre changement de paradigme? Par exemple, le président d'Oracle, la compagnie informatique, a beaucoup investi dans l'IA et il fait partie de ceux, donc une de ses prétentions, mais c'est pas le seul, c'est que finalement, l'IA telle qu'on la développe en ce moment va guérir pas juste le cancer, mais en fait, va guérir toutes les maladies. En fait, il y a plusieurs éminents chercheurs là,
des gens influents qui ont cette prétention-là. Et c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si on pourrait parler d'un consensus par rapport à cette question-là, mais on sent que le niveau d'enthousiasme puis le niveau de croyance dans le fait que ChatGPT, c'est nécessairement une sorte de bonne idée, en fait. C'est un peu ça la question fondamentale. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Sauf qu'en 2022 puis 2025, on n'a pas vu, il n'y a pas de maladies qui ont été... il n'y a pas eu à ma connaissance, il n'y a pas eu de progrès dans la lutte contre le cancer à cause de ces... Ça constitue quand même un contre-argument. Moi, personnellement, ce contre-argument-là me trouble. Quand je le considère, je me dis, OK, oui, quelque part en novembre 2022, ChatGPT apparaît, ça change tout. Clairement, je pense qu'il y a un peu une notion généralisée que ça a tout changé. Mais après ça, c'est capable de lire toute la littérature, de montrer une bonne compréhension de toute la littérature scientifique. On peut lui donner des articles scientifiques, lui demander de les expliquer. C'est quand même relativement crédible. Ce qu'un être humain n'est pas capable de faire, un être humain n'est pas capable de lire des milliers d'articles scientifiques et de pouvoir tous les résumer. Mais ça mène pas... Ça n'a pas mené. Ça n'a pas mené. Ça, c'est une observation. Je me souviens quand j'ai entendu cet argument-là, ça m'est apparu comme un argument quand même très fort. Et si le bidule a lu la totalité des articles, en fait, ou en tout cas a lu une quantité infiniment plus grande que moi et toi, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à une sorte de saut quantique en quelque part? Est-ce qu'on ne devrait pas observer justement une découverte ou quoi que ce soit? Ça pourrait prendre n'importe quelle forme. Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, améliorer de 20% l'efficacité énergétique des moteurs, des moteurs électriques. Ça pourrait être, si c'était le cas, si une IA menait à une innovation clairement quantifiable de ce genre-là, l'effet serait vraiment profond. Mais il n'y a pas ça. Je pense que Robin Hanson a une sorte de... Lui, sa manière de réfléchir à ça, c'est est-ce qu'on observe un changement, une influence de 5% sur le GDP, sur le produit intérieur brut d'un pays, tu sais. Est-ce qu'on est dans cet ordre de grandeur-là, oui ou non? Ben, apparemment, non, on n'est pas du tout... Non, je pense que les économistes ils estiment que la technologie actuelle, ce que j'ai vu, là, c'est on parle de peut-être 0,5% ou 1%, donc des différences à peine, qui ne sont pas nulles, mais à peine perceptibles, là. Ce qui constitue quand même un bémol important dans l'enthousiasme actuel. Fait que là, il y a comme c'est paradoxal, en fait. D'un côté, il y a énormément d'enthousiasme. Puis par rapport aux outils de programmation, moi, je suis beaucoup ce domaine-là. Il y a un enthousiasme fabuleux en ce moment par rapport à l'effet que l'IA a sur en tant qu'outil pour le développement logiciel. Ça change tout. C'est un effet extrêmement profond. C'est assez indéniable, puis le niveau d'enthousiasme est très, très, très élevé. Mais est-ce que, en contrepartie, est-ce que ça va tout changer? Est-ce que ça va faire en sorte que maintenant, Windows ou macOS vont être infiniment supérieurs et plus performants parce que les programmes vont maintenant être développés par une IA? C'est pas du tout clair et puis c'est pas du tout ce qu'on observe. En fait, les gens ont souvent la peur inverse est souvent mentionnée. L'idée que l'IA va tellement produire va polluer la culture avec une très, très grande quantité de mauvais programmes, de mauvais textes, de mauvaises choses, en fait, cette idée-là. De mauvaises sciences. De mauvaises sciences, en fait, de sciences approximatives, de choses fausses. Ça, c'est une crainte, en fait, qui est beaucoup moins spectaculaire que les craintes dystopiques que l'IA va tous nous tuer. C'est moins spectaculaire, mais c'est un autre type de crainte qui, à mon avis, est quand même probablement plus réaliste, de faire en sorte que l'Internet devienne essentiellement inutilisable parce que l'Internet serait complètement submergé par une quantité fabuleusement phénoménale de mauvaises choses. En fait,
probablement que c'est en train d'arriver, en fait. C'est probablement en train d'arriver et comment la société va réagir à ça, en fait, c'est pas du tout clair. C'est assez désagréable. Mais globalement, c'est assez difficile d'identifier des problèmes sociétaux qu'on connaît, qui ont été réglés au-delà de la santé, tout ça. Pourtant, on a un outil qui, à bien des points de vue, une intelligence importante, mais on n'a pas encore vu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, comme tu dis, mais peu importe c'est quoi les problèmes de la société, la pauvreté, peu importe, là, la violence, etc., c'est pas clair que ça règle des problèmes de façon importante. Puis je pense que de simplement faire l'exercice, l'expérience de penser de ce que ça pourrait avoir l'air, c'est difficile. Ça aurait l'air de quoi? Par exemple, une solution à la pauvreté offerte par l'intelligence artificielle, ça aurait l'air de quoi? Est-ce que ce serait une équation miraculeuse? Est-ce que ce serait un texte qui serait comme un texte biblique qui révélerait... Comme tu faisais allusion, par exemple, l'invention de nouvelles techniques qui permet de réduire les coûts de production, etc. Oui, ça aurait l'avantage d'être vraiment parfaitement clair, en fait. Si, admettons, si demain matin, tu as un remède pour le cancer qui sauve la vie de 75% des gens qui ont le cancer, ça, on s'entend, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Là, t'aurais... En fait, si ça arrivait, ça ferait un bon scénario de science-fiction. Si cette chose-là arrive, instantanément... On est encore pris. Donc, on a, par exemple, dans certaines études, on voit que ChatGPT est capable de battre les meilleurs médecins, du moins sur papier, dans les tâches contrôlées, de déposer des diagnostics. Capable de... Bon, ça marche aussi dans plein de domaines, en finance, en droit, etc. Mais du moins au Québec, ça n'a clairement pas réglé la pénurie de personnel de la santé qu'on connaît. En fait, on peut pas... Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a une question d'innovation technologique et que ça va venir, on va voir, l'outil va être suffisant, ou bien si ça prend, c'est la question de Dolores, est-ce que ça va prendre d'autres avancées avant qu'on y arrive? Donc, dans le fond, que ChatGPT est pas assez intelligent. Par soi-même. Par soi-même, que c'est pas suffisant. Oui. C'est une question ouverte. Joshua Bengio, on l'entend souvent dans des débats, en fait, sur des questions éthiques. Il s'engage pour une intelligence artificielle respectueuse des valeurs humaines. Il prône plus de régulation. Pouvez-vous me parler davantage de ce personnage? Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui fait aussi qu'il ait contribué à faire de Montréal un pôle IA? Un pôle mondial sur l'IA? Yoshua, il est considéré comme un des 3 pères fondateurs de l'apprentissage automatique, en fait, parce que l'IA, c'est plus général, c'est plus ancien aussi, mais l'apprentissage automatique et la saveur... en fait, ça aussi, c'est relativement ancien, mais c'est plus récent, puis c'est la saveur qui domine en ce moment. Et dans l'apprentissage automatique, il y a plein de choses, en fait, plein de techniques, plein d'idées, mais il y en a une en particulier qui est depuis longtemps au cœur des préoccupations de Yoshua. En fait, c'est son idée fétiche. C'est le réseau de neurones, qui est vraiment un algorithme d'apprentissage parmi d'autres, mais c'est celui qui, dans les 20 dernières années, a vraiment émergé du lot, en fait, puis qui est devenu la technique dominante, en fait. ChatGPT, qui est notre sujet préféré dans cette conversation, est un réseau de neurones, en fait, et fait dans ses fondements, c'est un réseau de neurones, un transformer, en fait, pour être plus spécifique. Et Yoshua, lui, c'est comme s'il avait cru au réseau de neurones depuis longtemps, en fait, et non seulement il croit en la technologie des réseaux de neurones, il
mais à des moments où les réseaux de neurones avaient moins la cote, étaient moins populaires, en fait, et d'autres algorithmes d'apprentissage étaient plus populaires. Et Yoshua a toujours conservé cette foi en les réseaux de neurones, qui a fini par être dans un certain sens. C'est difficile de savoir est-ce que c'est parce que est-ce que c'est l'œuf ou la poule, en fait? Est-ce que c'est le fait d'avoir voulu absolument démontrer à la communauté scientifique que les réseaux de neurones étaient une bonne idée qui a fini en fait en sorte que ça a donné ça comme résultat? Ou est-ce que c'était parce que les réseaux de neurones sont de manière inhérente une bonne idée? C'est peut-être, c'est pas si clair pour moi, mais en tout cas, dans les faits, les réseaux de neurones, c'est le paradigme qui domine. Yoshua l'ensemble de sa carrière, a joué un rôle extrêmement important dans le développement des réseaux de neurones. Il y a plusieurs idées fondatrices. En particulier, il y a une composante des transformers qui s'appelle l'attention, qui est un mécanisme assez complexe, difficile à expliquer, qui est essentiellement un mécanisme mathématique qui fait partie du fonctionnement de ChatGPT. Et ça a été inventé, pensé à Montréal, dans le laboratoire de Yoshua. Le rôle de Yoshua a été reconnu par la communauté. C'est le prix Turing, en fait, qu'il a gagné avec... c'est ça? Oui. Bon, donc c'est l'équivalent du prix Nobel d'informatique. Ouais, donc, son rôle est vraiment important et on ne peut pas le sous-estimer. Mais avec le temps, je crois que Yoshua... une caractéristique intéressante de Yoshua, c'est qu'il a toujours résisté à l'appel des grands joueurs de l'Internet, en particulier Google, Facebook. Ces compagnies-là sont extrêmement, depuis longtemps, investies dans l'IA. En fait, l'IA fait partie de l'ADN en particulier de Google et de Facebook, mais il y en a d'autres, Amazon aussi probablement. L'IA fait partie de l'ADN de ces compagnies-là. Ces compagnies-là, elles ont été fondées sur on pourrait, dans un certain sens, dire que Google, c'est dans un sens une compagnie d'IA. Et il y avait donc énormément de science. La science le modèle Transformer de ChatGPT a été inventé chez Google, en fait. Le papier, l'article original, c'est des chercheurs de Google. Et c'est de là que c'est parti. Et Yoshua a évidemment toujours été dans cet écosystème-là. Et je crois qu'il a, dans un certain sens, résisté probablement à la tentation d'aller travailler dans ces compagnies-là, comme d'autres chercheurs l'ont fait, en particulier Jeff Hinton, de l'Université de Toronto, je crois, il a travaillé chez Google pendant quelques années. Il y a Yann LeCun, qui est aussi un des... C'est les trois personnages les plus importants par rapport au réseau de neurones puis à l'IA moderne. Et Yoshua, lui, a résisté à la tentation, est toujours resté dans un certain sens pur. Il est resté dans le monde académique. Mais en fait, il a quand même créé une entreprise. Oui, c'est vrai. Il a cofondé Element AI à Montréal. C'est vrai. Dans le but de faire la compétition aux grands joueurs, en fait. Je crois que dans les fondements, dans l'espoir que représentait Element AI, il y avait la notion de faire éventuellement d'être une compétition québécoise en matière d'IA. Ça n'a pas tellement fonctionné. En fait, ça a été racheté maintenant par une entreprise américaine. Oui, ça a duré quelques années. Ça n'a pas particulièrement bien fonctionné, je crois. Ça n'a pas produit de résultats probants. Il n'y a pas de produit particulièrement convaincant qui est sorti de là. Ce qui est quand même intéressant, c'est que beaucoup des avancées récentes, incluant OpenAI, qui est ancré, qui utilise beaucoup de technologies développées chez Google,
Ça vient en fait du secteur privé américain principalement, là, ou en fait presque entièrement, toutes ces technologies-là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équivalents universitaires qui ont été développés. Et c'est ça, donc on se retrouve au Québec avec pas vraiment en fait d'entreprises qui sont en compétition dans le domaine. On sait, bon... Alors qu'on devrait, parce qu'en fait, l'idée qu'on entend toujours, c'est qu'on a les cerveaux, ça vient d'ici, évidemment pas exclusivement, mais beaucoup de l'ADN et des idées viennent d'ici. Fait que donc, on dit, bien, étant donné qu'on a les idées puis le cerveau, nécessairement, il y aurait un chemin logique pour qu'on fasse le développement. Alors là, on entre dans le modèle linéaire là, de l'innovation. Le modèle linéaire de l'innovation, c'est l'hypothèse selon laquelle les idées se développent d'abord dans les universités, ils vont ensuite dans l'industrie et après ça, ils se retrouvent chez les consommateurs. En fait, ce modèle-là est un peu naïf là, parce que la réalité est beaucoup plus complexe. C'est extrêmement difficile de partir en fait d'une idée dans une université, d'en faire une entreprise. La plupart ça fonctionne généralement pas bien. Google, c'est essentiellement ce qui est arrivé, en fait. PageRank, je pense, l'algorithme original, ça a été développé pendant qu'ils étaient à Stanford et ils étaient en train de faire probablement leur doctorat et ça a mené la graine a commencé dans un contexte. Mais là, c'est un peu compliqué parce que, bon, PageRank, on ne sait pas, il y a une partie marketing là-dedans, on ne sait pas jusqu'à quel point, en fait. L'histoire, c'est que les moteurs de recherche, il y avait AltaVista qui était complètement en panne. Il y a quelques jeunes avec un peu de financement, ils ont lancé quelque chose qui était largement supérieur, mais donc jusqu'à quel point en fait c'était le résultat de recherche universitaire, ça c'est un peu moins clair là. Je sais pas quel PageRank. Moi, ce que j'avais cru, ce que je croyais, c'est que c'était essentiellement leurs travaux universitaires, leur thèse de doctorat, qui était devenu un produit. C'est pas clair, en fait, que PageRank n'a jamais vraiment été utilisé. L'idée, pour le résumer, c'est que PageRank, l'idée, c'est que si une page reçoit plus de liens, elle est probablement plus importante. Puis là, on peut formaliser ça avec un algorithme qui est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est pas clair si vraiment ils ont mis cet algorithme-là en œuvre. Mais donc, on arrive avec cette difficulté-là au Québec où on a les cerveaux, comme tu dis, on a les gens, mais on a du mal un petit peu à développer ça. Et là, pour revenir à la question de Dolores, l'orientation actuelle de Bengio, ça ne semble pas aller dans ce sens-là, ça ne semble pas aller dans le sens, donc il ne semble pas, s'il y a des entreprises qui sont créées, ça ne viendra pas de Bengio parce qu'il semble plutôt vouloir en fait aller plus du côté de la régulation, on disait, et des mises en œuvre qui visent en fait à protéger plutôt qu'à créer des nouvelles entreprises qui peuvent être compétitives avec OpenAI, etc. Mm-hmm. Oui, j'imagine que parce qu'il y a aussi la question des médias sociaux qui est en filigrane de ça, parce que en fait, les gros joueurs, il y a clairement un lien entre l'intelligence artificielle, académique, commerciale et les médias sociaux. Les compagnies, Facebook et Google en particulier, sont à la fois des compagnies d'intelligence artificielle et de médias sociaux. Et probablement, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu, mais je ne l'ai pas entendu le dire verbatim, mais je pourrais facilement imaginer que Yoshua aurait l'opinion que les médias sociaux, par exemple, ont fait énormément de tort à la société dans les 2 dernières décennies. Et j'aurais comme l'idée qu'étant donné qu'il perçoit
ces produits technologiques-là. En fait, je pense il est comme un peu, probablement, il est devenu, il s'est lui-même placé dans un endroit extrêmement paradoxal. Je pense que c'est ça que je veux dire. C'est qu'il est, il est un peu la source, l'origine de la technologie qui a mené indirectement et directement à des choses qui je crois, il les déplore, ces choses-là. Je pense qu'il est pas heureux de ce que Google et Facebook ont fini par faire. Mais lui, son espèce d'idéal, c'est un idéal scientifique, c'est un mathématicien, c'est un gars d'idées. Et je crois qu'il se retrouve un peu entre l'arbre et l'écorce. En tout cas, ça serait difficile pour moi d'imaginer qu'il finisse par avoir une attitude où il dirait on va essayer de faire comme OpenAI, tu sais, de créer parce qu'en fait, ce que OpenAI, OpenAI, dans un certain sens, c'est la compagnie la plus extrême. C'est vraiment eux qui ont eu l'attitude la plus extrême dans un certain sens. Eux, ils ont pris essentiellement une idée qui était une nouvelle idée et ils ont eu l'audace vraiment extrême de dire non seulement on croit en cette idée-là, mais on va en faire une compagnie, on va en faire un produit. Alors que je pense que le consensus général, à la fois scientifique, académique, mais aussi commercial, c'était de dire il n'y a aucune chance que tu puisses, avec un modèle de langue, faire un produit. En fait, c'était fabuleusement audacieux ce que OpenAI, la thèse de OpenAI. Et j'ai vraiment de la difficulté à imaginer que dans le terreau, l'ambiance, la culture technologique de Montréal actuelle telle qu'elle est en ce moment, son ADN, sa logique, j'ai de la difficulté à imaginer qu'une entreprise aussi audacieuse qu'OpenAI puisse émerger ou un truc comparable, en fait. Même Element.ai, c'était un truc extrêmement audacieux qui a reçu, qui était extrêmement prometteur. Mais la thèse d'OpenAI, de Element.ai, la thèse fondamentale sur laquelle c'était fondé n'était pas aussi bien définie. En fait, moi, quant à moi, c'était un peu un de leurs problèmes, c'est que c'était pas particulièrement bien défini. Qu'est-ce que vous voulez faire? Exactement quel genre de produit, ça n'a jamais été clair, en fait. Puis probablement que ça a joué un certain rôle dans leur éventuel insuccès. Tandis que à l'autre extrémité, OpenAI, eux, c'est vraiment je sais pas, ils ont vraiment eu l'audace un peu. Je sais pas, je fais une comparaison. Tu sais, par exemple, Ozzy Osbourne, quand il y a plusieurs décennies, quand il a inventé le heavy metal, il n'y avait pas de heavy metal, ce son-là n'existait pas, cette attitude-là, cette esthétique-là n'existait pas. Et tu as un gars comme Ozzy Osbourne qui arrive qui dit non, je vais inventer ça. Je vais introduire cette idée-là, puis qui même me suivent, en gros. Il y a vraiment, je pense, c'est ça, moi, quant à moi, il y a un parallèle à faire entre Ozzy Osbourne et OpenAI dans l'audace, tu sais. Mm-hmm. Puis ici, c'est plus difficile à... Peut-être qu'il y a un Ozzy Osbourne de l'IA à Montréal quelque part, mais là, on ne le connaît pas en ce moment. C'est très possible, c'est très possible. Donc, merci Christian, merci Daniel pour cette conversation. Merci. Merci, ça a été un grand plaisir.